tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro de la saison. Pour l'occasion, on vous emmène du côté de Taninges. On va vous faire découvrir son vieux bourg, son église et bien évidemment le fameux carillon de Taninges connu dans le monde entier. Bref, un programme très chargé pour ce dernier numéro de la saison. Sans plus tarder, on vous emmène, c'est vu d'ici. Alors Amandine, au début de cette émission, on va découvrir Taninges tout au long de ce vu d'ici. Où est-ce qu'on se trouve là actuellement ? Alors actuellement on est sur le plus ancien pont de Taninges qui a été construit au milieu des années du XVe siècle. Ce pont il a été construit, il remplace un pont précédent qui avait été emporté par une crue du Foron. Alors ce pont c'était l'unique route pour rentrer dans la vieille ville qu'on ira voir après. Voilà, tout à fait. Donc avant le XIXe siècle, la seule possibilité d'arriver à Taninges par la route menant d'Annemasse à Sixte, c'était ce vieux pont. Et puis après, pour des raisons techniques, au XIXe siècle, on va construire un nouveau pont qu'on emprunte actuellement le plus couramment en voiture, qui permettait de faire passer le tramway menant d'Annemasse à Sixte. C'est là où c'est le carrefour des quatre routes qui croisent dans Taninges, c'est ça ? Voilà, tout à fait. À Taninges, on se place en carrefour de vallée, c'est-à-dire que se croisent les routes menant de Cluses au Chablais et d'Annemasse à Sixte. Et donc Taninges, avec cette position de carrefour, a su développer un potentiel commercial très important au cours des siècles précédents. Et c'était essentiel pour le commerce, c'était un point d'ancrage un peu important, c'était le carrefour, enfin on le dit aujourd'hui, de toutes ces routes et au niveau du commerce. Voilà, tout à fait. On arrivait de Morzine pour acheter une paire de chaussures, on venait de Samoin pour acheter un cheval, de Mieuxy pour acheter 10 kilos de farine. Donc vraiment, c'était ici à Taninges que se passait le commerce de la vallée. Et aujourd'hui, quelle place a encore Taninges dans cette vallée ? Alors Taninges a toujours une place de carrefour, puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, pour traverser la vallée, on passe par Taninges. Le potentiel commercial a peut-être quand même diminué par rapport au siècle précédent parce qu'aujourd'hui on a la voiture, on se déplace beaucoup plus facilement. Cependant, Taninges a été chef-lieu de canton pendant un certain nombre il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, c'est que sur la place qui se trouve juste à notre gauche, avant il y avait un château. Bon là maintenant c'est un parking, mais avant il y avait une histoire quand même. On a un peu du mal à s'imaginer, mais effectivement le parking d'ailleurs porte le nom de place du château. Donc au XVIIIe siècle, le comte de Taninges de la Grange, c'est son nom, s'est fait construire un château, donc une bâtisse de grande ampleur. Et puis un siècle plus tard, dans les années 1800, milieu du XIXe siècle, Marie-Laurent Humbert, qui est un bourgeois qui fait fortune à Paris, mais qui est originaire de Taninges, revient à ses origines ici et se fait construire une maison de style normand, donc vraiment une grande maison bourgeoise avec toutes les commodités qu'on peut y trouver à cette époque-là. Et il va le faire construire sur la butte, donc un petit peu en hauteur, et avec ce point de vue, il domine Taninges. Donc cette maison va dominer Taninges jusqu'en 1995, où un incendie par la force des choses, cette maison va être détruite. Eh ben super, on voit pour cette partie, là du coup on va rentrer par ce pont dans le vieux bourg, c'est ça ? Voilà, comme on le faisait avant à cheval, en charrette ou autre, et on va aller accéder à la place du marché. D'ailleurs il y a le marché aujourd'hui, le marché du jeudi qui existe depuis le Moyen-Âge, des temps immémoriaux. D'ailleurs en 1457 on a déjà le marché tous les jeudis matins et 2 foires annuelles où on vend du bétail et autres. Eh ben nous on va y aller à pied. Alors Amandine, on est rentré dans le vieux bourg de Taninges. On se trouve juste au pied d'une chapelle, c'est ça ? Voilà, la chapelle Sainte-Anne, qui a été construite toujours comme le vieux pont, c'est le problème à Taninges, c'est les crues du Foron. Donc après une grande crue qui a causé pas mal de dégâts, la chapelle Sainte-Anne elle est construite pour une protection spirituelle, pour protéger les habitants, vraiment ça c'est spirituel, mais elle est aussi construite comme endiguement, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'endiguer une partie du Foron. Donc elle a ces deux rôles-là.
Et puis la chapelle Sainte-Anne, donc elle est construite en 1583. Et en 1683, la petite anecdote, c'est que les évêques députés pour la béatification de Saint François de Sales vont se réunir ici à la chapelle Sainte-Anne pour écouter les enquêtes. Donc les enquêtes de différentes des personnes qui vont permettre de béatifier Saint François de Sales. Alors aujourd'hui, elle n'a plus cette vocation de chapelle. Voilà. À partir de quand ça a plus cette vocation? Alors la chapelle Sainte-Anne, elle va être utilisée, elle va perdre de son importance lorsque l'église de Taninges va être construite aux alentours de 1830. Et puis après, elle va être vendue pour financer les hangars à pompe à incendie de Taninges. Et puis après, elle sera réutilisée. Aujourd'hui, c'est un atelier d'architecture. Qui a été complètement à l'intérieur refait. Refait, c'est magnifique. Et puis par contre, on a très bien conservé le clocher à bulbe. Alors ce clocher à bulbe, il n'est pas d'origine, bien sûr, parce que la tourmente révolutionnaire va pas épargner la chapelle Sainte-Anne. Le clocher sera coupé. Et puis on va le reconstruire après, à l'instar de ces clochers à bulbe comme on a à l'église de Mieuxy, donc qui est parfaitement restauré et magnifique. Et qu'on voit d'un petit peu de loin quand même. Hein. Oui, on le voit de loin. Bon, le petit inconvénient avec la chapelle Sainte-Anne, c'est qu'il faut vraiment pénétrer dans le Vieux-Bourg pour venir l'admirer. Elle saute pas aux yeux même quand on est sur la place, au fond de la place du marché, on la voit pas forcément. On s'est baladé aussi dans le Vieux-Bourg. Il y a plein de petites ruelles, ces petites ruelles qui montent, ça monte. Hein. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, Taninges est construite vraiment plutôt sur les hauteurs. Enfin, le bourg de Taninges est construit sur les hauteurs de la commune. Et tout de suite derrière, on a un petit dôme, enfin une petite montagne collée vraiment au bourg. Et donc dès qu'on monte dans les vieilles rues, ça monte tout de suite assez raide. Donc pour monter des courses, c'est un petit peu raide. Cela dit, toutes les maisons commerçantes, les maisons commerciales, elles sont vraiment là, place du marché. Et donc on voit encore les anciennes échoppes qui se faisaient face. Hein. Et dans la rue des Arcades, lorsqu'on la remonte, c'est vraiment un voyage à travers le temps. Et on le remarque avec les linteaux en bois, où dessus sont inscrits les dates de construction des maisons. Voilà. Il reste quand même des choses de l'époque avant. On essaie de conserver les complètement, oui. Quand on visite le Vieux-Bourg, on regarde ces maisons qui sont des maisons très hautes. Ce sont les maisons de propriété des commerçants. Donc elles sont très hautes, en pierre. Il y a très peu de bois. Et au-dessus, on a ces petites lucarnes qui sont équipées de poulies qui permettaient de remonter les denrées vendues sur la place lors des marchés ou autres. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, le marché est resté là depuis le Moyen-Âge. Ouais. C'est resté cette rue commerçante, on a gardé l'esprit du Moyen-Âge, l'esprit commerçant. Hein. Voilà, tout à fait. À Taninges, même s'il est moins important puisqu'aujourd'hui on n'a plus toutes ces échoppes. On avait des épiceries, on avait boulangerie, cordonnerie, ébénisterie, enfin tout cet artisanat qui aujourd'hui n'est plus présent à Taninges, mais on voit vraiment tous ces petits détails. Et surtout aujourd'hui, ce qui est important, c'est la maison du patrimoine, puisque la maison du patrimoine, elle a repris ces anciennes petites échoppes. Et donc à l'intérieur, lorsqu'on visite, on peut voir l'ancien artisanat de Taninges. Et donc c'est vraiment une merveille à visiter. Qui avait une place très importante du coup. Oui. Ah bah oui, à Taninges, c'était le commerce. Principalement. Alors si on veut venir visiter ce Vieux-Bourg, vous faites un petit fascicule, c'est ça, pour qu'on puisse déambuler seul, en famille, pour découvrir? Donc moi je me tiens toujours, moi ainsi que Juliette, on se tient toujours à disposition des visiteurs pour toutes les questions ou autres visites personnalisées. Après effectivement, les visiteurs qui souhaitent le faire en individuel, ils ont avec eux un livret qu'on a fait à l'office de tourisme et donc ils ont un parcours de visite et ainsi ils peuvent découvrir tout ce qu'on a vu aujourd'hui finalement. Et de découvrir tous ces petits détails qu'on ne voit pas si on ne sait pas. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup Amandine, on va aller direction l'église voir Juliette, votre confrère du guide du patrimoine, et on va découvrir cette église avant d'aller découvrir le carillon qui est aussi indispensable ici à Taninges. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Alors Juliette, vous êtes guide du patrimoine, vous allez nous faire découvrir cette église de Taninges. Cette église, elle date de quand? Alors cette église, la construction a commencé en 1824 parce qu'avant l'église n'était pas au bourg de Taninges. Taninges, c'est une très grande paroisse qui va de Verchères à Mieuxy.
Et la première paroisse était située à Flérier, qui se trouve tout à fait en aval, à peu près 1 kilomètre en aval de la vallée. Donc jusqu'à la Révolution, l'église, c'était l'église de Flérier. Et puis après la Révolution, elle était en très mauvais état, donc s'est posé la question soit de la reconstruire là où elle était, mais les gens du bourg qui voyaient, enfin vous avez vu ce matin le bourg commercial, donc avait pris de l'extension, n'avaient plus du tout envie d'avoir une église à Flérier, donc ils ont tout fait pour que l'église soit reconstruite au bourg. Donc après différentes recherches de lieux pour la construire, c'est ici qu'elle a été construite, donc la première pierre est posée en 1824. Quel style Alors c'est le dernier grand style architectural savoyard, c'est-à-dire c'est du néo-classique. Qui se caractérise notamment par Alors, ce qui se caractérise notamment, l'adaptation des styles antiques, donc dorique, corinthien et ionique. Alors nous, on a du dorique à la façade, on a des chapiteaux corinthiens à l'intérieur, et puis on a un petit peu de semblant d'ionique dans l'entrée, mais très, très léger. Donc c'est vraiment ça, c'est l'adaptation du style antique, et en particulier dans cette église, l'église de style basilical. La basilique, sur le forum, c'est le lieu où se passe le commerce, donc c'est le plus grand espace possible réservé à la population, en fait. Donc ça se traduit dans une église par une grande nef principale et 2 nefs latérales. Oui, parce qu'elle est quand même elle est conséquente. Alors elle est très grande, elle fait 27 mètres dans cette dimension, 57 comme ça, 18 mètres sous la voûte, et le clocher va monter à 40 mètres. Oui, qui est le plus haut de Haute-Savoie d'ailleurs. Alors l'église est une des plus grandes de Savoie au moment de sa consécration. Et j'insiste bien, Savoie, ça veut dire des 2 départements, parce que tout le monde veut réduire au département. Mais non, c'est bien l'ensemble, voilà, sur les 2 départements savoyards. Alors il a fallu quand même, c'était prévu pour 6 ans, mais il a fallu 10 ans pour la construire. Alors il y a eu aussi des rénovations il y a une quinzaine d'années. Alors elle a été entièrement rénovée en 2002, donc elle a été fermée au public, enfin à la paroisse, à l'hiver 99. Ça a duré 1 an et demi, ou 2000 plutôt. Ça a duré 2 ans. Donc on l'a refaite intégralement du sol au plafond. Donc tout ce qu'on voit là, c'est du neuf, c'est de l'ancien rénové. Voilà. Alors là ici c'est impressionnant, notamment le plafond, vous l'avez dit, 18 mètres de haut. Donc déjà à rénover, ça a dû être compliqué. Alors ça a été compliqué. Alors bon, c'est une rénovation de peinture. Donc avant rénovation de peinture, ça veut dire rénovation des crépis. Donc tous les crépis ont été repris. Nettoyage des pierres, parce que les bases des colonnes sont en pierre, nettoyage de tout ce qui était là, et après reprise des peintures. Mais les peintures n'ont pas été refaites. Disons qu'elles ont été, comment dire, je ne retrouve plus le nom. Par exemple, si je prends le pilastre, il faut que j'en prenne un qui puisse voir, bon, celui-là par exemple, le pilastre qui est là, on voit des peintures. Mais ces peintures, depuis le haut, elles n'étaient pas complètement mangées par l'humidité, par la vieillesse. Donc elles étaient abîmées à peu près à 2 mètres de hauteur. Donc le travail des peintres, ça a été de nettoyer la partie abîmée et de restituer, voilà le mot m'est revenu, de restituer la peinture en recopiant complètement. Donc on n'a aucune différence entre la partie haute et la partie basse. Parce que ce qui fait la caractéristique de l'église ici, c'est une caractéristique aussi du style néoclassique, en plus des colonnes, enfin ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les peintures en trompe-l'œil. Oui. Alors on a l'exemple type d'une peinture en trompe-l'œil ici. On a l'impression d'un relief. Alors que pas du tout, c'est tout plat. C'est tout plat, on n'a pas de relief. On va aller en voir un tout à l'heure, il y a une très belle porte. Voilà, donc tout est en trompe-l'œil. Alors il y a donc ces peintures, et donc de chaque côté il y a des immenses tableaux aussi. Voilà. Alors après, quand l'église a été terminée, donc en 1834, ils ont ramené dans l'église du bourg, donc dans la nouvelle église paroissiale, eh bien ce qui était à Flérier les hôtels des confréries. C'est-à-dire pratiquement chaque confrérie avait un lieu pour sa messe, pour ses célébrations. Donc on les ramène petit à petit à Taninges. Alors il y a des confréries dont on sait vraiment ce qu'elles étaient. Donc c'est celui qui est là, le tableau, c'est la confrérie des maçons, puisqu'on est dans la vallée des maçons et des tailleurs de pierre. Donc il y avait une confrérie des maçons. On va trouver juste derrière là Saint-Crépin et Crépiniens. Alors on se demande qui c'est, mais ce sont les patrons des cordonniers. Parce que comme on est au bourg où on débite de la viande et on va travailler les peaux, donc les cordonniers vont être en valeur. Et puis après d'autres tableaux qui correspondent aux confréries. Donc on va voir la confrérie des menuisiers par exemple.
on va voir un tableau dédié à François de Sales parce que la famille qui a payé. Donc après, c'est soit une confrérie, soit une famille qui paye la construction de l'église. Les deux seuls qui sont vraiment là au départ, c'est ceux qui sont de chaque côté de l'autel, mais ça, on voit ça pratiquement, on voit ça dans les églises baroques. Hein. C'est l'autel du Saint-Sacrement et l'autel de la Vierge. Ils sont pratiquement tout le temps là. Donc ils sont ceux-là faits au moment de l'église. Donc c'est le même corps de métier qui a fait le travail, c'est-à-dire deux artistes valsésians, Ferrari et Gilardi. D'accord. Alors il y a les peintures et il y a les vitraux au-dessus. Alors les vitraux, donc quand l'église est faite, bien sûr, des vitres comme ils ont pu mettre, donc des simples vitres. Et puis quand on est arrivé à la veille de la guerre, le père curé, le père Bauguin, voulait mettre le chauffage. Et pour mettre le chauffage, il fallait refaire des fenêtres correctes, et tant qu'à faire des fenêtres, eh bien, il en a profité pour faire mettre des vitraux. Donc il s'est adressé à un maître verrier alsacien qui lui a fourni donc des cartons, un travail préparatoire, et il a simplement choisi le thème, c'est-à-dire il voulait que soient représentés sur les vitraux les prophètes qui ont annoncé Jean-Baptiste, parce que notre église, comme l'ancienne église de Flérier, a pour patron Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le patron de la paroisse, c'est pour ça qu'on est en pleine vogue là. D'accord. Voilà. Donc Gérard a commencé la pose des vitraux avant la guerre. Bon, la guerre est arrivée, donc à Mulhouse, les vitraux ont été enterrés, cachés, et après-guerre, donc les vitraux ont pu être reposés complètement. Donc ça, c'est un travail, donc c'est le travail le plus récent de cette église. 46, voilà, c'est dans les parties les plus récentes. Alors, vous m'avez aussi parlé de l'autel et de la croix qui est fait en bois. Alors, ce qui a été voulu après coup, parce que quand on a voulu remettre l'ancien mobilier, ça paraissait très rikiki. Donc, on a voulu un mobilier liturgique, d'abord en accord avec Vatican II, parce que ça, c'est obligatoire. Et puis surtout, qui donne une note un peu récente dans l'église. Donc, on s'est adressé à un sculpteur qui s'appelle Philippe Duret. Il a son atelier à Avierne, Aviernos, diraient les gens d'Annecy, moi je dis Avierne. Et donc il nous a réalisé, donc, dans un premier temps, le maître-autel, enfin l'autel, parce que le maître-autel c'est celui derrière, l'autel, ensuite l'ambon, et puis quelques années après, on lui a demandé la croix, parce que la croix de l'église, elle était partie, il y en avait une en plâtre, qui par là, mais elle est partie en petits morceaux. Donc c'est lui qui nous a réalisé tout ça, donc dans du chêne. Avec une croix plutôt qui change un petit peu plus qui a voulu être, les deux prêtres de l'époque avaient voulu une croix différente, pas doloriste, parce qu'on a toujours cette croix avec ce Christ qui est plein d'épines, qui du sang. Bon, c'est pas donc on voulait donner plutôt le côté joyeux de la résurrection, c'est le retour à la vie. Donc on voulait un Christ qui aille vers la vie. Donc c'est pour ça qu'il se dresse, il a rejeté la croix et il tend les bras pour accueillir les gens. Pour accueillir les gens dans cette église. Pour accueillir les gens dans cette église, alors soit les fidèles, mais aussi les gens de passage qui se sentent bien accueillis dans l'église. Justement, vous avez beaucoup de gens qui viennent visiter l'église, vous êtes guide du patrimoine. Les premières années, on en a eu beaucoup, là un petit peu moins, mais depuis le mois de septembre, elle est ouverte tout le temps. Donc on suppose qu'il y a quand même un peu plus de gens qui viennent voir. Maintenant, pour les visites guidées, c'est très limité en fait. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir d'ailleurs pour les visites guidées? Comment ça se passe? Soit on demande à l'office du tourisme, si on est un groupe. Si on est des individuels, il y a mon numéro de téléphone qui défile là sur le panneau, et puis on peut aussi demander à l'office et je me déplace. Et vous faites des visites de 1 heure, 2 heures, 3 heures? La visite traditionnelle des guides du patrimoine des Pays de Savoie, c'est 1 heure, 1 heure et quart, ça dépend. Mais bon, ça dépend un petit peu de l'intérêt. Mais vous avez plein de choses à raconter. Là, j'ai plein de choses à raconter. Là, on en a dit qu'une infime partie. Ah oui, mais on a donné un court extrait de ce que vous pouvez nous raconter. Exactement. Oui, parce qu'après, je peux vous faire une exégèse de l'hôtel. Après, il y a chaque fois, parce que ça m'a... Oui, voilà. C'est très bien. On a montré aux téléspectateurs un petit bout de ce que vous pouvez nous raconter, et puis ceux qui ont envie de savoir plus, finalement, il faut plutôt donner envie, et puis il faut venir voir. Exactement, c'est un petit teasing pour qu'ils viennent vous voir. Parce que souvent, les gens disent « Ah, l'église Tannage est trop grande, elle n'est pas belle. » Mais non, il faut rentrer, il faut prendre le temps de s'arrêter, de regarder, ouvrir ses yeux, à défaut de ses oreilles, des fois ses yeux. Merci beaucoup, Juliette. Alors, on est monté tout en haut, ici au carillon, avec vous, Jean-Bernard. Vous êtes le carillonneur. Ça fait combien de temps que vous êtes carillonneur ici à Taninges? Depuis le XXe siècle. 1985, quand j'ai découvert le carillon, qui était submergé de crottes de chauves-souris, hiboux et chouettes, c'est devenu un repère pour animaux sauvages.
Et c'est là où on a fait un gros dépoussiérage et on a commencé à jouer un carillon qui était muet depuis pas mal d'années en fait. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ce carillon? C'est le plus haut de Haute-Savoie, c'est ça? Oh, c'est le meilleur du monde évidemment, mais en altitude effectivement, en altitude c'est le carillon le plus élevé de toutes les Alpes. Il n'y a pas de carillon à partir de 500 mètres, sauf Taninges. Voilà. Et il a une particularité également, il est situé dans un clocher qui est unique en Europe, ça c'est vrai, puisqu'on peut accueillir dans le clocher, autour du clavier du carillon ici, environ 70 à 80 personnes sur des gradins. Donc on voit jouer le carillonneur en direct, assis comme dans un théâtre, et ça c'est unique. Combien il y a de cloches dans ce carillon? Sans compter le carillonneur, bien évidemment, on en a actuellement 43, dont une qui est très historique, qui était la cloche qui se trouvait dans le clocher de la Chartreuse de Mélan, qui est donc une cloche qui a connu Louis XVI, bon, on ne l'a pas rencontrée, mais elle existait. Et nous avons ensuite une cloche qui a 200 ans, qui est suisse d'origine, comme ça nous sommes internationales, bien sûr. Et puis le reste sont des cloches françaises et hollandaises depuis quelques années. Et vous allez bientôt en recevoir des nouvelles? Oui, c'est prévu. On les attend avec une impatience croissante pour compléter le carillon et faire grandir. Parce que normalement, un carillon, il y a un nombre de cloches pour que ça soit un carillon parfait. Comment ça se passe au niveau du son, etc.? C'est une question compliquée à laquelle personne ne répond jamais. Les Américains vous disent il en faut 24. Nous, en France, on dit s'il y en a 12, c'est pas mal. En région Rhône-Alpes, on a fait un inventaire des carillons, on est parti sur une octave de cloche, c'est-à-dire de do à si, sur lequel on peut jouer plein de choses. Donc l'idéal, c'est à partir de 25 cloches, 37, 38 c'est bien, 45 c'est encore mieux. La moyenne c'est 50, mais on peut aller à 65, voire 70 cloches, mais là ça devient un luxe. Alors là, le carillon il est devant nous, donc vous jouez avec les mains, avec les pieds, c'est ça que techniquement comment ça se passe? On joue avec les poings et pas avec les doigts, bien sûr, puisque les touches sont espacées. Et on frappe avec les poings. Et là, il n'y a pas de technique particulière. Chaque carillonneur a son truc, en fait. Alors, ça dépend aussi de la dureté du clavier du carillon, s'il est dur ou pas dur. Et on joue avec les pieds à partir du moment où on a 25 cloches et plus, parce qu'on ne peut pas être à la fois sur le clavier, et en haut et en bas, en fait. Donc, les pieds, ça va faire l'accompagnement, un peu comme l'organiste sur un orgue. Vous pouvez jouer n'importe quoi? Ah, absolument. Lily Marlène, Étoile des Neiges, pardon, la Marseillaise. On peut tout jouer sur un carillon. Bon, il y a des pièces qui ne sont pas idéalement conçues. Beethoven, c'est pas idéal. Charles Trenet, Piaf, Gainsbourg, épatant. Strauss, merveilleux. Donc il faut faire une sélection de musique ou bien des tangos. Tout à l'heure, j'ai joué un tango. Le tango au carillon, c'est royal. Qu'est-ce qui est la chose la plus improbable qu'on vous a demandé de jouer sur un carillon? Des musiques arabes. Mais c'est rigolo parce qu'on peut très bien jouer des musiques kabyles et berbères, on l'a fait ici, en utilisant par exemple un fa dièse, un do dièse et un si bémol, et ça donne des sonorités très orientales en fait. Et ça c'est très sympathique aussi parce que on est dans un autre domaine musical, et bon, on ne le fait pas souvent parce qu'on n'a pas d'occasion, mais on peut donner l'illusion de jouer de la musique orientale. Le carillon, c'est quelque chose qui a évolué quand même avec le temps, ou c'est resté plus ancien, ça reste quelque chose d'avant? C'est vieux comme le monde. Hein. Le premier carillon, c'est 4000 ans en Chine. Alors les Chinois avaient trouvé le principe des cloches en bronze comme maintenant, mais ils ne connaissaient pas le principe du clavier. Donc on mettait 40, 50, 80 cloches pendues après des poutres, et on tapait avec des marteaux sur des cloches. Donc on tapait comme ça, bon. Alors il faisait de la musique, bon. Et puis c'est en 1510, il y a donc 5 siècles et quelque chose, qu'un musicien, un sonneur de cloche à côté de Bruges en Belgique a imaginé de créer un clavier. Parce que lui, il tirait des cordes, Quasimodo. Donc le gars, il fait un petit clavier de 10-12 notes, et le clavier du carillon va naître, il y a 500 ans, en Belgique. Donc le carillon est flamand par définition, et tout est parti de la Flandre belge, d'où dans le nord de la France, les ch'tis, le pays des ch'tis, etc. Et depuis, ça n'a pas évolué. La technique en elle-même n'a pas changé? Non, sauf que les claviers au temps de Louis XIV ou Louis XV étaient très durs à jouer. Et maintenant, on a des claviers qui sont de véritables clavecins. La technique, sur le plan mécanique transmission, a très évolué. Et on peut jouer des pièces de Bach, des toccatas de Bach, à la même vitesse que sur un orgue. Donc ça prouve que le carillon est devenu un instrument hyper léger, hyper précis, en fait. Quand est-ce qu'on peut vous entendre jouer? Le mardi soir à 18h, le jeudi matin, on a repris la tradition à Taninges des pays flamands. C'est-à-dire qu'en Flandre,
Belgique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne du Nord, le jour du marché en carillonne. Alors à Bruges, c'est le jeudi, à Gouda, aux Pays-Bas, le marché du fromage, c'est le mercredi. Donc on joue le carillon le jour du marché. Et à Taninges, on a pris la tradition, il y a 20 ans, de jouer, pas en hiver, qui fait froid évidemment, mais à partir du mois de juin, on joue le jeudi matin, jour du marché, entre 10h30 et midi. Alors le clocher est ouvert, on peut rentrer, c'est gratuit, on regarde ce qui se passe, on se promène, et puis éventuellement, si on a des visiteurs en été, c'est fréquent, belges, hollandais, américains, anglais, on leur demande de quel pays ils sont, et puis américain, ok, alors s'il est américain, on lui joue l'hymne américain. Si c'est un Belge, on lui joue la Brabançonne, l'hymne belge. Vous vous adaptez. On s'adapte, oui, pas de souci. Si c'est un ancien combattant de 14, on lui joue la Madelon. Non, il n'y en a plus. Mais des anciens combattants, on peut jouer à la Madelon, par exemple. Tout est possible. On s'adapte. Et ça plaît aux gens, c'est assez atypique finalement aussi de pouvoir visiter un carillon, c'est pas partout. C'est rarissime. L'autre carillon qu'on peut voir, c'est Annecy, la basilique. Mais c'est pas le confort et le luxe d'ici. Et le troisième, c'est Douai, dans le nord de la France, Douai, la patrie des carillons. Mais les autres carillons, c'est pas possible. Il n'y a pas de place, c'est dangereux d'accès, il y a le plan Vigipirate, c'est toujours un truc. Donc Taninges, c'est un lieu mythique. C'est d'ailleurs pour ça que le carillon de Taninges figure dans tous les guides. Hein. Petit Futé, Routard, guide Michelin, il est partout maintenant, il est connu. On peut dire, quand on parle de Taninges en Europe, on vous dit carillon. C'est devenu le réflexe maintenant. C'est indissociable. Oui, parce qu'on en a parlé tellement dans tous les médias, les journaux maintenant, les journaux belges, suisses, etc. Donc c'est indissociable. Et en Lituanie, c'est pareil. En Lituanie, on dit Taninges. Ah, le carillon de Taninges, oui. Eh ben, très bien. Eh ben, donc si on passe par Taninges, on passe forcément, vous écoutez, jouer un petit morceau de carillon. C'est un bon moment à passer. Alors il y a 123 marches, c'est ça, à monter. 127 marches à monter. Mais bon, après, on peut s'asseoir juste en face et vous regarder jouer. Bah, merci beaucoup, Jean-Bernard, de nous avoir fait découvrir ce carillon. Et en hiver, c'est chauffé. Ah oui, on fait des concerts en hiver. Eh ben, il y a le chauffage en plus. Hiver, alors. Seul carillon chauffé. Eh ben, été comme hiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce dernier numéro de Vue d'ici. On a été ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir cette commune de Taninges. On termine l'émission sous la plus grosse cloche de ce carillon. On a été ravis de toute cette saison de vous faire découvrir une infime partie, on le sait, des pays de Savoie. On espère vous retrouver à la rentrée prochaine. On remercie également tous les offices du tourisme, toutes les personnes qui ont travaillé avec nous cette saison, les guides du patrimoine qui ont une culture énorme sur nos pays de Savoie. Si vous voulez revoir toutes les émissions de cette saison, c'est 8montblanc.fr. Nous, on se retrouve, je l'espère, à la rentrée. Passez un très bel été sur 8 Mont Blanc.